faudrait commencer par dire bon anniversaire. Bon anniversaire à l'IFRI, puisque cette conférence se tient à l'occasion du 40e anniversaire de l'IFRI. Ça ne sera pas la seule. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences tout au long de l'année 2019. Et chaque centre, chaque département de recherche de l'IFRI organise une conférence par mois. Et nous avons l'honneur de commencer, nous, le Centre Asie, par cette conférence qui a l'objectif de présenter une étude, un projet de recherche qui nous a occupé plus de 18 mois, intitulé « La France face aux nouvelles routes de la soie chinoise », que vous pouvez trouver sur le site internet de l'IFRI en accès libre, et qui a été soutenu, et je tiens à le mentionner parce que si ce soutien n'avait pas existé, nous n'aurions pas pu conduire un travail de recherche, en tout cas aussi long, creuser de manière aussi détaillée les terrains en Asie, en Chine, en France, en Europe. Donc je tiens à remercier le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, le CSFRS, ici représenté par M. Olivier Caron et Paul Césari, que je remercie, je pense, au nom du Centre Asie et de l'IFRI chaleureusement, parce que nous avons donc organisé un certain nombre de terrains en Asie et en Chine, 6 séances de brainstorming réunissant l'équipe de recherche, mais aussi une diversité d'acteurs français concernés de près ou de loin par les nouvelles routes de la soie chinoise, donc revenant de plusieurs ministères, représentants d'intra-organismes tels que l'AFD, représentants d'entreprises françaises également. Et c'est ces brainstorming qui nous ont aidés à mieux comprendre la position de la France et de l'Europe vis-à-vis du projet chinois. Alors, vous voyez, c'est un format un peu particulier pour le 40e anniversaire de l'IFRI, puisque c'est une étude collective, donc nous avons décidé de faire une présentation collective. C'est un défi en termes de timing, parce que, vous voyez, nous sommes nombreux autour de la table, mais nous allons partager chacun avec notre expertise propre la position du pays que nous avons analysé vis-à-vis des routes de la soie. Donc je vais commencer par vous donner quelques éléments d'analyse concernant le projet chinois, mais ensuite je vais très rapidement passer la parole à mes collègues de l'IFRI qui vont nous permettre en 6-7 minutes chrono de comprendre la position et les réactions d'un pays clé vis-à-vis du projet chinois. Donc la Russie grâce à Tatiana, le Japon grâce à Céline, les États-Unis grâce à John, l'Asie du Sud-Est grâce à Françoise et Sophie, et puis aussi une approche plus économique toujours grâce à Françoise. Et ensuite, nous céderons la parole à Alexandre Escorcia du ministère des Affaires étrangères, du Centre d'analyse et de prévision et de stratégie, le CAPS, que nous remercions également pour sa présence, qui partagera avec nous les questionnements français et européens et qui n'hésitera pas, je l'espère, à nous titiller, nuancer certains de points d'analyse en fonction de son propre point de vue et de sa propre analyse. Alors, si le programme vous convient, sans transition, je vais essayer de résumer en quelques mots finalement le caractère unique du projet chinois. Jamais nous n'avons vu, en tout cas moi-même je n'ai jamais vu de mes propres yeux, peut-être que Françoise pourra me contredire, non mais c'est positif, c'est l'expérience, mais vu un projet lancé par un gouvernement de manière si bien financée, avec autant d'ambition et de si long terme. Mais c'est un projet unique dans le sens où, moi je retiendrai 3 points du caractère unique du projet chinois. Tout d'abord, c'est un projet qui est en évolution constante. C'est-à-dire depuis le lancement en 2013, il n'a cessé d'évoluer dans plusieurs directions, à la fois sur le plan géographique et sur le plan sectoriel. D'où l'intérêt de conduire ce travail qui a nécessité une actualisation, mais d'où l'intérêt aussi de conduire ce travail aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, 2018, 2019, plus de 5 ans après le lancement du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même projet que lors de son lancement en 2013. Plus concrètement, lorsqu'on parle d'évolution constante, 2 points. Nous avons noté une évolution, une expansion géographique du projet assez manifeste. C'est-à-dire qu'au début, les autorités chinoises mentionnaient
une soixantaine de pays concernés par le projet, une soixantaine de pays membres Route de la Soie, principalement situés dans la zone eurasiatique. À l'avant-dernier sommet de Davos, Xi Jinping a mentionné une centaine d'organisations internationales et de pays concernés par les nouvelles routes de la soie. Dernièrement, en novembre, les autorités chinoises ont parlé de 130 pays concernés, pays et organisations internationales, concernés par les nouvelles routes de la soie. Et aujourd'hui, on a l'impression que potentiellement tous les pays sont concernés par les routes de la soie. L'Arctique est concerné. L'Amérique latine est concernée, les pays des Maghreb sont concernés, le Pacifique est concerné, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont concernés, l'espace est concerné. Donc je pense que c'est important de noter cette expansion géographique parce qu'on est finalement assez loin du tracé historique auquel la Chine faisait initialement référence en 2013. Lorsqu'on parle des nouvelles routes de la soie chinoise, finalement, ne parlerait-on pas d'une nouvelle forme de mondialisation? En tout cas, de par son cadre, le monde entier est concerné par les nouvelles routes de la soie. Et quand aujourd'hui, quelqu'un vous demande d'organiser en ville si tel ou tel projet fait partie des routes de la soie, vous pouvez allègrement dire mais ils font tous partie des routes de la soie, ou s'ils ne font pas, demain, en tout cas selon les autorités chinoises, ils pourront faire partie du projet des nouvelles routes de la soie. Et c'est une spécificité intéressante à souligner pour comprendre aussi l'évolution du projet à terme. Mais au-delà de l'évolution géographique, nous avons noté avec l'équipe de recherche une évolution sectorielle manifeste. Comme vous le savez, au début, lors du lancement du projet, les autorités chinoises se concentraient sur le développement des infrastructures de transport. En mars 2015, lorsque la NDRC, donc l'équivalent du plan chinois, l'autorité centrale qui supervise le projet, a publié un document, un plan d'action concernant la route de la soie, est également souligné d'autres secteurs de développement route de la soie, notamment les infrastructures de télécommunications, les infrastructures énergétiques, mais également les zones économiques spéciales, que la Chine espère construire en grand nombre à l'étranger dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et puis ensuite, au-delà de mars 2015, nous avons également vu émerger d'autres secteurs concernés par les routes de la soie, au-delà de la dimension matérielle au sens strict du terme, c'est-à-dire des projets localisables, physiquement identifiables dans un pays ou un autre, au-delà des projets d'infrastructure. Nous avons vu émerger de plus en plus de projets que l'on pourrait qualifier de projets immatériels, c'est-à-dire que sous l'étiquette des nouvelles routes de la soie, la Chine aujourd'hui encourage la coopération juridique, la coopération douanière, la coopération policière, la coopération dans le domaine du e-commerce, la coopération dans le domaine universitaire, de la recherche, etc. On a l'impression finalement que tous les secteurs sont potentiellement concernés par les nouvelles routes de la soie aujourd'hui. Et cette expansion, encore une fois, nous amène à la conclusion que nous avons suggérée déjà lorsque nous analysons l'expansion géographique, c'est-à-dire que nous orientons encore une fois vers une nouvelle forme de mondialisation qui n'est pas uniquement une gestion des flux de marchandises, mais aussi une gestion des flux de personnes, des flux de données. Et donc la dimension immatérielle est très importante et, à notre avis, se renforcera dans les prochaines années, même si la Chine venait à revoir à la baisse certains de ses projets très coûteux, notamment dans le domaine des infrastructures. Et ça, Françoise en parlera probablement mieux que moi dans la partie financement, mais nous n'anticipons pas, on va dire, la fin du projet chinois à court terme, même en cas d'obstacles financiers majeurs, compte tenu de l'importance de la dimension immatérielle que nous avons observée et qui continuera probablement à se développer dans les prochaines années, selon nous, quelles que soient les hypothèses et les développements. Alors, ça nous fait déjà plusieurs éléments d'analyse intéressants pour mieux comprendre le caractère unique des nouvelles routes de la soie. Je ne vais pas revenir sur, puisque le temps est compté et que je vais céder rapidement la parole à mes collègues, mais sur toutes les motivations chinoises derrière le projet chinois. Vous connaissez bien les motivations économiques, trouver des débouchés pour les entreprises chinoises à l'étranger alors que certains secteurs font face à des surcapacités, comme le secteur de l'acier ou le secteur du BTP au sens plus large. Mais peut-être quand même souligner 3 motivations chinoises au-delà de la motivation économique au sens strict, ou en tout cas des motivations plus géostratégiques. La première, bien sûr, c'est de limiter la dépendance de la Chine à certaines infrastructures
qui n'ont pas été créés ou développés par ses propres entreprises, donc limiter de manière générale à la dépendance de la Chine à des infrastructures étrangères, et de manière générale mieux permettre à la Chine de mieux gérer les flux internationaux au sens large. Mais deuxième point que nous avons souligné dans l'étude et qui est peut-être moins connu, le label Belt and Road, puisque de plus en plus c'est une étiquette qu'on appose sur une diversité de projets et une diversité de pays, l'étiquette Belt and Road sert à la Chine aujourd'hui à internationaliser ses projets et ses priorités. C'est-à-dire que lorsqu'un secteur est prioritaire selon les autorités chinoises pour le développement de l'économie, par exemple, il devient automatiquement prioritaire pour le projet des nouvelles routes de la soie. Donc la meilleure façon d'anticiper le développement du projet des nouvelles routes de la soie aujourd'hui, c'est finalement de lire à la loupe les plans quinquennaux et les documents de planification chinois, les priorités de la Chine, les priorités de la Chine, parce que par les routes de la soie, elle internationalise ses priorités. En tout cas, on a noté une adéquation forte entre priorités nationales et priorités internationales. Au-delà de cette dimension d'alignement des priorités, plus que jamais aujourd'hui, les nouvelles routes de la soie, c'est considéré par les autorités chinoises comme une plateforme d'interaction internationale. Finalement, quel que soit le sujet. C'est-à-dire que l'étiquette route de la soie, ce label, permet de réunir autour d'une table une diversité d'acteurs internationaux, d'organiser une diversité de rencontres multilatérales, de forums, à l'initiative de la Chine, et finalement, progressivement, par ce biais, de restructurer le mode d'interaction entre États et de contribuer à la restructuration du multilatéralisme. Alors, cela paraît un peu flou, mais on peut parler aussi en termes plus concrets. La Chine encourage, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, à créer des commissions bilatérales et multilatérales pour identifier des projets routes de la soie. Elle encourage une diversité de pays à signer ce qu'on appelle des Memorandum of Understanding, des MOU, des accords cadres, qui finalement ne touchent pas directement au projet des routes de la soie, mais qui institutionnalisent un certain nombre de concepts chinois. Et de plus en plus, la Chine, les autorités chinoises appellent, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, à développer ce qu'elle appelle la policy coordination, c'est-à-dire des modes de coopération bilatérale et multilatérale, créer de nouvelles commissions, de nouvelles façons d'interagir entre États. Et donc c'est une méthode particulière, une méthode route de la soie, qui n'est pas forcément celle d'autres diplomaties ou d'autres pays qui sont partenaires de la Chine. C'est-à-dire qu'initialement, la Commission avait pour but d'identifier des projets de route de la soie, mais finalement, elle sert de mécanisme de coopération bilatérale ou multilatérale bien au-delà du sujet des routes de la soie. Et dans tous les cas, comme les routes de la soie, ça peut toucher tous les secteurs. Finalement, c'est une nouvelle commission bilatérale multilatérale qui est instituée, qui peut servir de plateforme de discussion sur finalement tous les secteurs qui sont considérés d'intérêt pour la Chine. Donc on voit bien là qu'on est bien au-delà de la coopération dans le domaine des infrastructures, et c'est cette expansion à la fois géographique et sectorielle qui nous a semblé intéressant de souligner dans la première partie. Et dans la deuxième partie, donc, nous avons à la fois souligné la position de la France et de l'Union européenne, mais aussi d'une diversité de pays qui ont réagi officiellement au projet chinois. Et je me tourne dès à présent vers Tatiana pour nous présenter la position de la Russie. Merci beaucoup Alice et merci beaucoup le Centre Asie pour cet honneur et cette confiance qui m'a été accordée de participer à la première conférence dans le cadre du 40e anniversaire de l'IFRI. Je vais faire une petite seconde d'autopublicité parce que la conférence dans le même cadre du 40e anniversaire de l'IFRI du Centre Russie aura lieu le 26 septembre. Vous pouvez désormais noter dans vos agendas, la date ne changera pas. Alors, l'attitude de la Russie à l'égard des routes de la soie. Il faut dire qu'en 2013, la Russie accueille l'annonce de ce projet avec une certaine froideur, voire méfiance, qu'on peut très bien comprendre, parce qu'il y a un fond de méfiance historique, et depuis la chute de l'URSS, il y a eu des craintes d'expansion économique, démographique de la Chine au détriment de la Russie, même si déjà à la fin des années 90, la situation change quelque peu, les différents frontaliers sont réglés, on parle déjà du partenariat stratégique. Il y a des déséquilibres économiques. La Russie craint de se transformer en un simple territoire de transit pour les marchandises chinoises. Et il y a aussi et surtout les craintes de concurrence directe dans l'Asie centrale,
pour laquelle Vladimir Poutine, dès 2012, lance un nouveau projet d'intégration qu'il expose dans son article préélectoral et qui devient le projet phare de son 3e mandat. Mais très rapidement, la Russie opère un changement d'attitude qui est assez spectaculaire. Au point où, en mai 2015, lors de la visite du président chinois à Moscou, il y a un accord sur le raccordement, sur la coordination entre les 2 projets d'intégration qui est signé sans d'ailleurs consulter les autres pays de l'Union économique eurasienne. De fait, n'ayant pas la possibilité de s'opposer à la force de frappe chinoise, la Russie préfère rejoindre le mouvement et l'influencer de l'intérieur. Beaucoup d'experts vous diront tout ça, c'est parce que en 2014, il y a eu les événements en Ukraine, il y a eu la dégradation très forte des relations entre la Russie et l'Occident. Je mettrai quand même à la première place parmi les raisons qui ont conditionné ce changement d'attitude russe, je mettrai les raisons économiques. Je mets cela en avant parce que c'est dès 2012 que Vladimir Poutine parle de capter le vent chinois dans les voiles russes. Et ces dimensions économiques sont multiples. Il y a à la fois le développement intérieur du pays. La Russie cherche à valoriser la Sibérie et l'Extrême-Orient en y créant des infrastructures modernes, et les investissements chinois, mais aussi japonais, sont les bienvenus. Il y a une complémentarité énergétique qui pousse au rapprochement. La Chine a besoin d'hydrocarbures et la Russie a besoin de diversifier ses marchés. Elle cherche à privilégier les tracés qui passent par la Russie, notamment la voie nord, dont la ligne de TGV Pékin-Moscou-Kazan fait partie. Il y a un mémorandum of understanding qui a été signé en ce sens. Et enfin, depuis 2017, il y a aussi le sujet de l'Arctique qui s'invite d'une manière très forte dans le débat entre les 2 projets d'intégration. C'est la nouvelle cible de BRI, des Belt and Road Initiative, qui a presque éclipsé dans le débat le transsibérien et l'Asie centrale. Et signe de grande confiance, la Russie accepte d'ouvrir aux entreprises chinoises cette région considérée pourtant comme stratégique pour Moscou. La deuxième raison du changement d'attitude russe est liée à l'espoir de synergie entre 2 projets d'intégration, plus que de concurrence en Asie centrale. Le discours officiel aujourd'hui, le discours russe, nie en bloc toute rivalité potentielle russo-chinoise à cause des natures très différentes de ces 2 projets et met l'accent sur la complémentarité et sur la construction de la grande Eurasie, dans le cadre de laquelle les intérêts de la Chine ou de la Russie coïncident et s'accordent harmonieusement. Elle cherche à limiter le bilatéralisme de ses partenaires centra-asiatiques. Elle essaie de les convaincre que discuter à plusieurs face à un très grand partenaire qui est la Chine est beaucoup plus intéressant. Et elle présente aussi à la Chine cet espace comme étant l'espace d'un marché unique. Donc il n'y a qu'une seule frontière à traverser désormais pour que les marchandises traversent ce territoire. Et elle cherche aussi en même temps promouvoir la dimension sécuritaire, pour laquelle évidemment elle est, avec son expérience de guerre, l'existence des bases militaires, la vente des armes, etc., elle est en gros hors concours pour assurer les aspects sécuritaires dans cette région. Et à terme, le Kremlin semble voir une division de travail dans la région entre la Chine et la Russie. La première fournirait des crédits et des infrastructures, et la deuxième apporterait des garanties sécuritaires. Et il faut dire que les pays de l'Asie centrale accueillent d'une bonne oreille ce discours-là. Leur politique multivectorielle s'appuie sur plusieurs partenaires pour éviter la domination de l'un ou de l'autre, et c'est un discours complètement assumé de la part de ces pays. Et enfin, la troisième raison, en effet, c'est la dégradation des relations avec l'Occident depuis 2014 et les sanctions qui ont poussé la Russie à étayer le grand tournant vers l'Est, à développer l'axe asiatique, etc. Et évidemment, c'est très important dans ce cadre-là, alors que nous, en Occident, on peut parler de l'isolement de la Russie, voir son projet d'intégration consacré, officiellement reconnu par la deuxième puissance économique du monde. Mais le discours géopolitique russe va plus loin. Il présente aussi cette coopération comme le début d'un moment eurasien dans l'histoire du monde, qui a vocation à marginaliser l'Occident dans son rôle dans les affaires mondiales. Et à plusieurs reprises, dans différents discours, vous pouvez trouver les officiels russes qui constatent que le centre du monde se déplace progressivement vers l'Asie et sa puissance économique et financière. Quel est le bilan en fait de ce raccordement qui a été lancé à peu près il y a 3 ans et demi? J'ai commencé par l'économie, je vais faire le bilan économique. En adhérant activement à ce projet, Moscou espérait que la Chine investisse dans les nombreux projets d'infrastructures sur le territoire russe. Et plusieurs initiatives ont été discutées, plusieurs accords signés, la modernisation de Transsibérien, la construction d'une ligne ferroviaire
à grande vitesse Moscou-Kazan, la construction du nouveau pont à Arkhangelsk. Presque 4 ans après le lancement de cette articulation, il y a quelques réalisations qui sont assez marquantes. La Chine, via le Fonds des routes de la soie et le CNPC, a pris presque 30% d'actions au projet Yamal LNG, à côté de Novatek et de Total, la plus grande usine de production de gaz naturel liquéfié au monde, qui est située en Arctique russe. Il y a aussi le géant chinois du raffinage Sinopec qui a acheté 10% du groupe pétrochimique russe Sibour afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Et tout cela dans un contexte stratégique qui semble excellent, avec les manœuvres militaires de l'année dernière auxquelles la Chine a participé en Sibérie russe, avec la vente d'armes sophistiquées à la Chine, etc. Mais il y a quand même aussi des exceptions qui s'accumulent des deux côtés. Si la Chine a investi dans Novatek et Sibour, les exemples que je citais, ce sont les entreprises qui appartiennent d'une manière ou d'une autre à des proches de Vladimir Poutine, et il s'agit d'investissements politiques. Et la Chine n'est pas pressée d'investir massivement en Russie. Les Chinois sont, quand ils parlent en dehors de la présence des Russes, sont assez critiques du climat des affaires en Russie et des conditions qui sont proposées par leurs partenaires. Pour donner juste un exemple, il y a eu un contrat signé sur la construction d'un pont au-dessus du fleuve Amour qui fait 2 km 200 mètres. 1 km 900 mètres devait être construit par la Chine et 200 km par la Russie. La Chine a construit en 2 ans, la Russie en 2 ans n'a pas réussi à trouver un sous-traitant pour ce pont. Et c'est quand le Kremlin s'est saisi du dossier que le sous-traitant a été nominé et le pont devrait être construit avant la fin de cette année. Beaucoup d'initiatives restent finalement, comme la ligne Moscou-Kazan dont j'ai parlé, restent pour l'instant sur papier. Fin 2017, Pékin a refusé d'investir dans la quarantaine de projets qui ont été présentés par la Russie et la Commission économique eurasienne. Il semble-t-il qu'il y a beaucoup de doutes sur la rentabilité de Transsibérien côté chinois. Et entre-temps, il y a quand même aussi les déséquilibres économiques et financiers qui se creusent entre la Chine et la Russie, y compris sur le territoire des pays de l'Asie centrale, où la Chine, clairement, devient aujourd'hui le premier pays créditeur et le premier partenaire économique. Et si on se pose la question aujourd'hui, en fait, si Moscou et Pékin entendent bien la même chose par le processus et les objectifs finaux de ce raccordement entre deux projets d'intégration, c'est pas évident. En fait, les Russes souhaitent surtout que la Chine reconnaisse l'Union économique eurasienne comme un partenaire incontournable dans les négociations avec les pays d'Asie centrale, alors que les Chinois considèrent ce projet-là comme le prolongement naturel de leur propre initiative. Et si l'acceptation de l'Union économique eurasienne est primordiale pour Moscou, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. La Chine n'a pas fondamentalement besoin du territoire russe pour pérenniser les tracés des routes de la soie. Même pour l'Arctique, elle a des options. Elle travaille avec tous les gouvernements arctiques. Et en conclusion, je devrais dire que force est de reconnaître que ce n'est pas le projet de l'Union économique eurasienne qui structure aujourd'hui cet espace, mais bel et bien la Belt and Road Initiative. Et le défi pour la Russie, à ce stade, reste entier: renforcer son attractivité pour les investissements chinois, maintenir sa crédibilité auprès des pays de la région, démontrer sa capacité à façonner cet espace face à la puissance énorme économique et financière chinoise. Merci. Merci Tatiana. Il est difficile d'établir une transition entre la Russie et le Japon, tellement les pays ont des relations différentes avec la Chine. Et peut-être un point en commun, et Céline, tu me corrigeras si je me trompe, mais l'impression que j'ai, comme Tatiana le soulignait, c'est que le Japon essaye aussi à un moment de réformer le projet de l'intérieur. En tout cas l'approche a évolué d'une approche plutôt réfractaire à une approche plutôt de coopération à certaines conditions sur certains projets d'intérêt pour le Japon. Mais peut-être que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Merci pour cette transition. Malgré tout, donc effectivement, le Japon a un cas bien différent, puisque à Tokyo, on a perçu ce projet des nouvelles routes de la soie d'abord comme un grand projet géostratégique, dont la finalité pourrait être à minima d'étendre l'influence chinoise, voire assurer son hégémonie. Alice a parlé d'un projet éventuellement de transformation de la mondialisation. Donc ça, c'est vraiment la thèse dominante aujourd'hui à Tokyo. Pour autant, les Japonais reconnaissent aussi que bien ce projet énorme des routes de la soie peut offrir quand même des opportunités de coopération économique avec la Chine. Donc on a vu le Japon qui s'est engagé dans une double stratégie. D'une part, il a proposé un projet alternatif aux routes de la soie,
qui s'appelle la stratégie de l'Indo-Pacifique libre et ouvert, et auquel il a réussi à fédérer en fait des partenaires autour de cette vision et pour également la mettre en œuvre. D'autre part, effectivement, comme tu l'as évoqué, le Japon a fait preuve d'un certain pragmatisme, puisqu'il a donné des signes, alors plus récents depuis 2017, d'un intérêt pour rejoindre à certaines conditions et coopérer sur les routes de la soie. Alors, pour reprendre mon premier point, cette stratégie de l'Indo-Pacifique libre et ouvert a été annoncée par le Premier ministre Shinzo Abe en août 2016 lors d'un sommet Japon-Afrique, puisque l'Indo-Pacifique va jusqu'à la côte est au moins de l'Afrique. Donc, comme les routes de la soie, en quelque sorte, c'est un grand projet de financement aux infrastructures dans la région pour favoriser la connectivité, la prospérité, la stabilité de la zone. Alors bien entendu, pour le Japon, c'est impossible aujourd'hui de matcher, d'aligner le même montant en fait d'investissement. Il n'a pas la même force de frappe que la Chine, mais il espère en fait faire la différence par rapport à la qualité, à la nature de son offre. Ses mérites en termes de transparence, de rentabilité économique. Le Japon met en avant le fait qu'il respecte les normes internationales concernant les investissements aux infrastructures, les normes sociales, les normes environnementales. Le type, la nature des prêts qu'il propose, par exemple, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus concurrentiel par rapport aux prêts chinois. Donc le Japon a renforcé en fait ses programmes d'investissement aux infrastructures de qualité. Donc ça revient comme un leitmotiv dans la stratégie japonaise. Cette stratégie de l'Indo-Pacifique libre et ouvert, elle doit offrir un choix alternatif aux pays de la région pour leur permettre d'ouvrir leur option, de ne pas être dans un dialogue tête-à-tête seulement avec la Chine. Donc c'est un projet bien complémentaire et qui ne vise pas à éradiquer complètement les routes de la soie. Cette stratégie, elle propose également un narratif, un grand récit géopolitique alternatif qui est centré donc sur l'intégration de la zone Indo-Pacifique sur la base de valeurs libérales. L'économie de marché, la liberté de circulation, de navigation, l'état de droit est mis en avant comme étant une différence fondamentale entre le projet japonais et le projet chinois. On parle bien d'Indo-Pacifique libre et ouvert. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que le Japon a réussi en fait à fédérer ses partenaires autour de sa vision et finalement à coordonner en quelque sorte un début de réponse régionale aux routes de la soie. Donc avec l'Inde, par exemple, il y a de fortes convergences, puisque l'Inde est aujourd'hui peut-être un des pays les plus opposés, les plus réfractaires aux routes de la soie pour plusieurs raisons. Donc il y a eu un rapprochement entre l'Inde et le Japon sur cette question. Il y a eu des projets de présenter, comme par exemple l'initiative dite du couloir de croissance Asie-Afrique, qui devrait permettre aux deux pays d'investir dans des infrastructures en Afrique notamment. Alors les États-Unis ont également officiellement rejoint ou soutenu, je ne sais comment dire, l'Indo-Pacifique libre et ouvert en novembre 2017. Et les deux pays ont d'ores et déjà annoncé des projets conjoints d'investissement dans les infrastructures. En juillet 2018, donc l'été dernier, Tokyo, Washington et Canberra ont annoncé un partenariat trilatéral pour les infrastructures, avec un premier projet annoncé qui porte sur l'électrification en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et le Japon est enfin à l'origine de la remise en route en novembre 2017 du dialogue quadrilatéral, donc avec l'Inde, l'Australie et les États-Unis, qui vise également à coordonner la réponse de ces quatre pays sur ces problématiques d'investissement aux infrastructures. Alors, parallèlement au développement de cette initiative Indo-Pacifique, on a vu également des signes d'ouverture de la part du Japon vis-à-vis du projet chinois. Le Japon a par exemple envoyé une importante délégation en fait, au sommet des routes de la soie en mai 2017. Et juste un mois plus tard, le Premier ministre japonais a annoncé que le Japon pourrait, sous condition, coopérer avec ces projets des routes de la soie. Alors, il expliquait que le Japon pourrait coopérer si la transparence et la viabilité économique des projets étaient assurées, s'il s'appuyait sur une politique d'endettement responsable,
s'il se développait en harmonie avec le traité transpacifique, ou ce qui était le traité transpacifique, et s'il contribuait à la paix et la prospérité de la région. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Alors, c'est une évolution très pragmatique. Le succès donc, du sommet des nouvelles routes de la soie et le fait également que ce projet soit aujourd'hui inscrit dans la constitution chinoise, eh bien, ça en fait un projet vraiment structurel pour la Chine, pour la région, même peut-être aujourd'hui pour le monde. C'est au cœur de la stratégie chinoise. Et là, pour le Japon, c'est très difficile en fait de résister, de s'opposer frontalement en fait à ce projet. Voire même à ne pas participer parce qu'il risquerait en quelque sorte une marginalisation. Il s'agit également de saisir d'éventuelles opportunités économiques ouvertes par une participation japonaise. Et en fait, un point assez important, cette ouverture s'inscrit dans un mouvement de réchauffement politique des relations sino-japonaises depuis fin 2017, qui est tout à fait conjoncturel. Pour le moment, il n'y a pas de réconciliation historique à l'horizon. Mais malgré tout, voilà, ce réchauffement est bien net. Donc en octobre dernier, lors d'un sommet, on a vu Xi Jinping et Shinzo Abe annoncer une nouvelle ère pour les relations bilatérales qui s'appuierait notamment sur la coopération économique et la coopération économique dans des pays tiers, ce qui est vraiment un point très, très nouveau pour la relation sino-japonaise. Pour sa part, le gouvernement japonais s'est lancé dans une campagne pour vivement encourager les entreprises japonaises à participer au projet développé dans le cadre des routes de la soie en offrant des garanties, des assurances, du soutien aux investissements. Alors, toutefois, malgré ce volontarisme politique, en fait, de la part du gouvernement, il semble que les entreprises japonaises qui sont pourtant intéressées à participer aux routes de la soie et qui participent déjà à certains projets sans vraiment faire de publicité autour, eh bien, parfois, elles ont des difficultés quand même à répondre à ces sollicitations gouvernementales. Puisque en décembre dernier, on a par exemple appris que 2 entreprises japonaises se retiraient d'un consortium sino-japonais pour développer un projet de train à grande vitesse en Thaïlande. Donc ça montre que même s'il y a un intérêt des entreprises japonaises pour participer, parfois on peut voir une espèce de hiatus en fait entre ce volontarisme politique qui pousse énormément les entreprises japonaises sur certains projets et finalement les intérêts des entreprises japonaises qui ont à cœur de rentabiliser en fait leur investissement. Donc ce retrait en Thaïlande était dû au fait que ce projet était considéré comme non viable économiquement. Donc en conclusion, très rapidement, donc on peut dire que la participation japonaise aux routes de la soie reste pour le moment extrêmement symbolique. Et que l'effort aujourd'hui est vraiment bel et bien porté sur le développement et l'expansion de cette stratégie d'Indo-Pacifique libre et ouvert dont on va voir les prochains développements, je pense, cette année et dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup Céline pour cette présentation très dense. Vous avez compris, pour le 40e anniversaire de l'IFRI, on a voulu faire l'événement le plus dense possible, à la fois de ce côté de la salle, en termes d'expertise, mais aussi en termes de public, parce que vous avez répondu quand même très nombreux à cette invitation. Merci d'avoir parlé de l'Inde, parce que ça nous donne l'occasion aussi d'évoquer la contribution d'Isabelle Saint-Mézard, spécialiste de l'Inde, qui a contribué à l'étude et qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle est à l'étranger, mais une partie significative sur la position de l'Inde est présente dans l'étude, et je vous invite à la lire si vous voulez en savoir plus. C'est quand même un cas très intéressant dans le sens où c'est le pays qui est aujourd'hui officiellement le plus hostile au projet chinois, et donc c'est une hostilité marquée qui semble se prolonger depuis sous l'ère de Narendra Modi. La transition est plus facile à effectuer avec John, parce que Céline a parlé d'Indo-Pacifique, et l'Indo-Pacifique est aussi au cœur de la réponse des États-Unis vis-à-vis du projet chinois. Donc John, à toi. Merci Alice. Je vais essayer d'être bref et rentrer dans les 6 minutes. Malheureusement, je ne parle pas aussi vite ni aussi bien que Tatiana, mais je vais quand même essayer de rentrer dans les 6 minutes. C'est intéressant de venir après la Russie et le Japon, dans la mesure où, relativement, il y a une certaine doucissement
dans l'approche russe et japonaise par rapport à Belt and Road. En revanche, pour les Américains, c'est plutôt un durcissement. Au début, au lancement du projet en 2013, qui était à l'époque sous l'administration Obama aux États-Unis, il y avait une certaine ambivalence vis-à-vis du projet. On a vu surtout depuis l'arrivée de Donald Trump, mais surtout cette dernière année, un vrai durcissement de la position américaine vis-à-vis de la Chine, qui se traduit dans un durcissement vis-à-vis du projet Belt and Road. Donc je pense que pour comprendre l'approche américaine, je ne vais pas détailler l'Indo-Pacifique parce que Céline l'a déjà fait, mais je vais plutôt mettre en contexte le débat aux États-Unis sur la Chine et comment justement ça influence la position américaine. Donc, il y a clairement un durcissement de l'approche américaine vis-à-vis de la Chine depuis l'arrivée de Donald Trump, mais je dirais que c'est quand même très important de comprendre que ce n'est pas unique à Donald Trump. C'est quand même une transition, sur mon analyse, mais qui n'est pas juste le mien, une certaine transition au sein de la société américaine qui devient de plus en plus confrontationnelle vis-à-vis de la Chine. Et ceci est dû, je pense qu'une des raisons principales, c'est dû notamment à une analyse de la situation en Chine, de la situation politique, économique, sociale, depuis l'arrivée de Xi Jinping à la tête du pays et du parti, et notamment un durcissement en Chine de la situation politique et le renforcement de le rôle de l'État et notamment du parti au sein de l'économie. Et malgré toutes les attentes en 2013 que Xi Jinping allait être un grand réformateur, qu'il allait continuer à libéraliser le pays, etc. Donc maintenant, en gros, la discussion aux États-Unis, ça tourne autour de ce qu'on appelle le China Reckoning, qui est basé sur un article de Eli Ratner et Kurt Campbell, qui sont deux anciens de l'administration Obama. Donc justement, ce n'est pas propre à l'administration Trump, mais c'est une conversation beaucoup plus large, un consensus qui est beaucoup plus large au sein de la société américaine aujourd'hui. En gros, c'est la remise en question d'un principe de base de la politique américaine vis-à-vis de la Chine depuis 40 ans, et surtout depuis la fin de la guerre froide, qui consistait à dire que plus on s'engage avec la Chine, plus la Chine s'ouvre sur le monde, plus il libéralise son économie, plus cela aura des conséquences politiques et sociales vers des réformes et des politiques en Chine. Et ce qui rendrait justement la Chine, certes la Chine va continuer à émerger, deviendra un grand concurrent des États-Unis, mais ne deviendrait pas nécessairement un opposant, un concurrent stratégique et idéologiquement opposé aux États-Unis. Le résultat, ça aurait été un Chine qui est plus apaisé, qui deviendrait un acteur responsable ou un responsible stakeholder, comme on peut dire, et qui jouera par des règles et des normes internationales qui sont plus ou moins acceptables pour les États-Unis, qui ne menacent pas nécessairement les intérêts fondamentaux des États-Unis. Donc l'analyse qui est faite aujourd'hui par de plus en plus d'analystes et d'officiels aux États-Unis, c'est que ces objectifs de libéralisation de la Chine et l'engagement américain vis-à-vis de la Chine ont fini en échec. Et qu'aujourd'hui, la Chine est en concurrence stratégique, comme l'a noté la stratégie de sécurité nationale en décembre 2017 de l'administration Trump, en concurrence stratégique qui est de plus en plus capable et volontaire de menacer les intérêts fondamentaux des États-Unis. Donc c'est un tournant quand même assez important, fondamental, dans l'analyse de l'émergence chinoise. Et du coup, si la conclusion est que l'engagement vis-à-vis de la Chine finit en échec, alors pour défendre les intérêts américains face à la Chine, il faut avoir une réponse qui est beaucoup plus musclée. Donc justement, c'est pour ça qu'on voit un durcissement de l'approche américaine vis-à-vis de la Chine. Et dans ce contexte, l'analyse du Belt and Road, aujourd'hui, le Belt and Road est vu de plus en plus comme un levier chinois pour étendre son influence, pour étendre l'influence chinoise
en Asie, mais aussi à travers le monde. Et surtout ici en Europe, mais aussi en Amérique latine, qui est vraiment un peu le sphère d'influence américaine. Et donc, cette analyse que le Belt and Road sert d'un levier pour étendre l'influence chinoise est quand même très inquiétant pour les Américains. Et tant qu'il n'y a pas d'entente stratégique entre les États-Unis et la Chine, et que les États-Unis considèrent que la montée en puissance de la Chine remettra en question leurs intérêts dans le monde et leur sécurité nationale de manière plus directe, les États-Unis vont continuer à s'opposer et de manière de plus en plus forte à Belt and Road. Donc je pense qu'on peut attendre une plus forte résistance des États-Unis à l'avenir. Donc juste quelques mots sur les conséquences que ça aura pour nous ici en Europe, parce que ça en aura nécessairement, ça aura des conséquences pour les Japonais et pour d'autres pays d'Asie dont on va parler plus tard. C'est que dans un monde qui est de plus en plus polarisé, où la Chine et les États-Unis vont avancer leur propre vision du monde, jusqu'à créer, dans un cas d'un scénario extrême, deux systèmes économiques parallèles, voire finir en confrontation directe et finir en guerre. Nous serons appelés ici en Europe à se prononcer et de se positionner sur des questions très difficiles, même dans un scénario un peu moins extrême. J'ai 1 minute, merci. Donc, du coup, les États-Unis vont devoir, l'Europe va devoir se prononcer de plus en plus sur des questions très délicates sous la pression américaine et devoir choisir quelque part entre un système qui est plus en plus poussé avec des normes chinoises, avec un leadership chinois et un monde quelque part parallèle soutenu par les États-Unis. Dernier point, je pense que c'est dans ce contexte, c'est important de noter, au moins au niveau court terme, que nous devons faire face aussi à l'imprévisibilité et l'unilatéralisme américain sous Donald Trump. Certes, il y a un certain nombre de soucis qui sont partagés aux États-Unis comme en Europe vis-à-vis de la Chine, mais on constate aujourd'hui qu'il y a très peu de coordination et de consultation par les États-Unis de leurs alliés. Il y a de forts risques, surtout sous Donald Trump, que soit les États-Unis s'avancent trop loin et trop vite vers la confrontation, ou qu'au final, Donald Trump décide de faire une sorte de deal, comme il aime bien faire, ou un grand bargain avec la Chine, dans le cadre d'une résolution de la guerre commerciale, auquel cas l'Europe sera quelque part laissée de côté. Voilà. Merci John. C'est quand même une période passionnante parce qu'on voit l'évolution, la formation progressive d'une alternative américaine au projet chinois. On peut dire, et je parle aussi en référence à ton texte dans l'étude, qu'au départ, les États-Unis ont un peu ignoré le projet chinois. En tout cas, ils ne faisaient pas référence directement, officiellement, publiquement. Ça a changé depuis 2 ans. Clairement, à l'avant-dernier Shangri-La Dialogue qui s'est tenu à Singapour, les représentants américains ont mentionné dans les axes du concept Indo-Pacifique, de la stratégie Indo-Pacifique, l'axe économique de développement des infrastructures par des entreprises privées. Donc clairement, là, il y avait un axe formulé en réaction à l'initiative chinoise, même si elle n'était pas nommée explicitement. Et le discours de John Bolton, qu'il a prononcé à la Heritage Foundation, un think tank bien moins bien classé que l'IFRI, au passage, hein, puisque l'IFRI est quand même 2e think tank au monde, vous le savez, et je dis ça très modestement, puisque bon, nous sommes entre nous. Mais le 13 décembre dernier, John Bolton a prononcé un discours très intéressant à la Heritage Foundation, où là, il mentionnait explicitement le projet chinois. En des termes particulièrement agressifs, si on peut dire, sans porter de jugement de valeur, hein, mais je pense que lui-même s'accorderait à le dire. Il parle une action prédatrice. En parlant de Belt and Road, il parle de One Belt One Road, qui est l'ancienne terminologie
qui est aujourd'hui la terminologie officielle Belt and Road Initiative, donc certainement, voilà, de manière, enfin voilà, certainement c'était voulu, aussi pour montrer que le terme évolue tout le temps. Il souligne que la Chine utilise des pots de vin, China uses bribe, opaque agreement, donc des accords opaques, et utilise une stratégie de la dette pour mettre la main sur les infrastructures d'autres pays. Il souligne explicitement le cas du Sri Lanka. Et il met l'accent sur ce qu'il appelle le debt trap, le piège de la dette. Et là, on voit aussi qu'il y a une guerre de communication qui est engagée entre la Chine et les États-Unis sur les faiblesses du projet chinois et sur notamment les faiblesses financières. Et ça me permet de faire une transition magnifique vis-à-vis de Françoise et de Sophie pour à la fois parler d'Asie du Sud-Est, notamment de différents cas d'endettement ou de rejet a posteriori de projets chinois, mais aussi parler de la question du financement avec Françoise. Alors, je vais commencer pour donner plutôt la grande image. L'Asie du Sud-Est est une région particulièrement intéressante à analyser dans le cadre des routes de la soie, puisque c'est une région qui a été alignée sur les intérêts occidentaux et notamment américains pendant 50 ans et qui est en train de basculer. Elle est en train de basculer, je dirais, relativement naturellement, parce que c'est d'abord une zone de proximité avec la Chine et donc un passage nécessaire aux Chinois pour se déployer leurs projets et que, à ce titre, elle est considérée par Pékin comme une région pivot. Comme un terrain d'essai. C'est un terrain d'essai qui est en outre relativement amical parce que depuis la crise de 97, la Chine a entrepris des rapprochements à marche accélérée et que le facteur chinois est un facteur familier, historiquement familier et donc à ce titre bénévolent, je dirais, à l'égard de la Chine. Et donc, pour Pékin, et Xi Jinping l'a rappelé récemment, l'objectif n'est pas seulement de réussir la mise en œuvre des routes de la soie en Asie du Sud-Est, mais c'est de gagner les cœurs. Donc, on est vraiment là dans un projet qui dépasse largement le cadre des infrastructures pour véritablement gagner l'adhésion à un modèle de développement que la Chine voudrait pousser. Alors, côté Asie du Sud-Est, la Belt and Road a été perçue en fait relativement bien dès le départ, parce que d'abord on était, comme je le disais, dans une dynamique de rapprochement depuis la crise de 97, dynamique qui a été accélérée par les perceptions assez négatives à l'égard des États-Unis et de l'Union européenne lors des difficultés rencontrées par ces économies, et au contraire par la main tendue chinoise. Donc finalement, je dirais que la Belt and Road est la nouvelle étiquette de ces dynamiques de rapprochement. Et puis, il y a tout simplement, les pays d'Asie du Sud-Est sont des pays très pragmatiques, il y a tout simplement un besoin énorme d'argent et d'infrastructures. Un rapport de la Banque asiatique de développement rappelé dès les années 2010 que 200 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour venir à bout de l'insuffisance ou de l'obsolescence des infrastructures dans la région. Et donc ce projet, je dirais, de connectivité trouvait un écho facile et naturel en Asie du Sud-Est, notamment depuis que l'ASEAN avait lancé au début des années 2000 le Master Plan de la connectivité. Voilà, donc l'abri en fait est un vecteur pour activer l'intégration des marchés, l'intégration qui a déjà, je le rappelle, été activée par l'accord de libre-échange Chine-ASEAN, signé en 2004 et mis en œuvre en 2010. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, la Chine, en dehors de l'abri, est le premier partenaire commercial de Singapour, de la Malaisie, du Vietnam et du Cambodge. Et que, selon une étude de la banque
CSBC, les 6 des 10 pays les plus connectés à la Chine sont en Asie du Sud-Est. À ceux que je viens de citer, s'ajoute le Myanmar. Il y a également des liens financiers. Les investissements chinois ont explosé en Asie du Sud-Est depuis 2014. Et sur la période 2014-2018, ils ont à peu près triplé. L'objectif de la Chine, c'est évidemment d'activer, de conforter, de renforcer ces rapprochements et notamment de gagner, je dirais, la prochaine étape qui est celle d'une économie immatérielle, une économie numérique. Et là, c'est le véritable enjeu. Aujourd'hui, les plateformes de commerce chinoises sont particulièrement actives sur un marché de 650 millions d'habitants, dont, et j'ai appris ça en préparant cette présentation, dont un tiers n'ont aucune coordonnée bancaire. Et donc, il s'agit de mettre en place des facilités de paiement qui seront validées par les plateformes comme Alibaba ou comme Tencent, qui en Asie du Sud-Est avec Lazada ou Shopee sont particulièrement actifs. Quand les projets américains, les projets occidentaux ont du mal à émerger, je pense notamment à Uber qui a quitté l'Asie du Sud-Est en mai 2018, ou à Amazon qui a du mal à gagner de l'argent dans la région. Donc vraiment le projet, c'est que l'économie à venir de l'Asie du Sud-Est tombe, je dirais, dans l'escarcelle chinoise, comme elle était tombée dans les années 70-80 dans l'escarcelle américaine. Il y a 18 projets BRI actuellement dans 6 pays, à Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie et Thaïlande. Alors, je vais aller très vite puisqu'on a très peu de temps. Je vais dire grossièrement, il y a 3 types de pays. Et il y en a surtout un qui va nous intéresser. Le premier type, ce sont ce que j'appellerais les réticents. Les réticents, ce sont ceux avec lesquels il y a une asymétrie qui est franchement trop visible. Évidemment, je parle du Laos. Évidemment, je parle du Myanmar. Donc là, on a des pays qui tentent de survivre face à ce rouleau compresseur, je crois qu'il faut quand même l'appeler comme ça, chinois, notamment au Laos, où la mise en place d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse et d'autoroutes mitoyennes pose d'énormes difficultés dans la réalisation d'abord, parce qu'il y a des incompréhensions entre les entreprises qui mènent les projets chinoises et puis les travailleurs laotiens, et puis parce que les effets induits, notamment sur les équilibres sociétaux ou les équilibres environnementaux, échappent complètement au contrôle des autorités. Il y a ensuite le pays enthousiaste, qui est le Cambodge. C'est un pays enthousiaste parce que, évidemment, les intérêts directs du régime ont été bien gratifiés par la Chine. Ça pose des questions très sensibles à terme, mais toutefois, là, le régime de Hun Sen est évidemment accueille avec les bras ouverts les projets Belt and Road, notamment autour de la zone de Sihanoukville, où il y a non seulement des projets portuaires, comme vous le savez, une zone industrielle, mais également des casinos et d'autres projets qui sont comme de villes nouvelles qui sont envisagées. Là, pour l'instant, pas de retenue. J'apprenais également qu'il y a 90 vols par semaine hebdomadaires entre la Chine et le Cambodge. Ça fait beaucoup quand même pour un petit pays de 15 millions d'habitants. Et puis, il y a, et ça nous intéressera plus, les pays tactiques. Les pays tactiques, ce sont ceux qui ont la capacité de négocier avec la Chine. Et c'est très intéressant parce qu'à nouveau, l'Asie du Sud-Est ne peut pas se permettre une attitude confrontationnelle. Et donc, elle est obligée d'amener la Chine à la négociation. Comme la Chine considère que l'Asie du Sud-Est est une zone test, elle ne veut pas faire de vagues et être trop négative et trop rigide, je dirais, sur cette zone. Et donc, c'est très intéressant. On l'a vu évidemment avec la Malaisie, le formidable
formidable exercice de diplomatie publique de Mahathir à Pékin en août 18, où les Chinois, confrontés à une potentielle perte d'image ou de face, sont restés impassibles. Je trouve qu'ils ont remarquablement bien géré la chose. Et derrière, la scène publique, ont engagé des négociations avec le gouvernement Mahathir pour gérer les difficultés et les réticences malaisiennes, notamment en matière de dette, évidemment, et puis également en matière de corruption, puisque on sait aujourd'hui que le régime de Najib Razak a aussi profité des largesses chinoises. Néanmoins, il y a là un projet intéressant parce que et la Chine et la Malaisie ont envie que les projets aboutissent et se passent bien. Aujourd'hui, sur les 20 premières entreprises malaisiennes estiment que la Chine et la Belt and Road, selon un sondage récent, sont porteurs de promesses d'avenir, et 62% des Malaisiens estiment que la BRI aura des retombées positives pour leur pays. Donc il s'agit simplement de négocier les retombées positives et jusqu'où les Chinois peuvent aller, ce qu'ils semblent prêts à faire. Donc il y a là, comme le disait Alice au départ, un ajustement des Chinois. Pour la Thaïlande, on en a rapidement parlé, je vais pas trop développer parce qu'on a peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Thaïlandais, qui sont très nationalistes, comme vous le savez, ont réussi à préserver les écartements standards de la ligne de chemin de fer entre Bangkok et Nakhon Ratchasima, puis vers Nang Khai en 2016. Ils ont également renégocié les conditions financières. Et aujourd'hui, ils travaillent avec des conseillers chinois, ce que disait Alice sur la policy coordination. Il y a de multiples comités pour penser le développement à venir de la Thaïlande, notamment de l'Est de la Thaïlande, du corridor économique de l'Est, qui serait plus facilement rattaché au projet Belt and Road qui se déploie au Cambodge. Donc c'est intéressant, et il y a une multitude de petits think tanks qui sont créés pour penser ensemble ce projet. Le dernier pays qui m'intéresse, c'est Singapour. Parce qu'en fait, en dépit des déclarations du Premier ministre Lee Hsien Loong sur le soutien ferme et inconditionnel, je dirais, de Singapour à la Belt and Road, le Singapour est resté quand même très discrète sur ce projet, a attendu, a observé et tout simplement a réalisé qu'elle avait beaucoup à perdre avec ce projet. Beaucoup à perdre parce que les différentes initiatives, si elles étaient menées à terme par les Chinois, pourraient mettre en jeu la pérennité du statut singapourien de hub régional. Et donc là, il y a véritablement menace, je dirais, sur le modèle économique singapourien. Notamment en Malaisie, en Thaïlande ou en Birmanie, qui sont susceptibles d'affaiblir durablement l'économie singapourienne. Donc il y a eu toute une réflexion stratégique menée à Singapour au plus haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, Singapour a véritablement décidé d'investir, entre guillemets, le projet, de renforcer et d'approfondir son implication dans la Belt and Road pour exploiter les synergies et les connectivités. Donc là aussi, non pas de s'opposer, mais d'accompagner la Belt and Road pour en tirer parti. Donc pas de projet d'infrastructure majeur à Singapour, mais par contre la mise en valeur maintenant d'un partage d'expertise, d'un partage de compétences, d'un partage de ressources éventuellement, notamment tout ce qui est services juridiques, services financiers et services logistiques. Donc le business model, je dirais, de Singapour est en train de basculer et de s'orienter vers un business model beaucoup plus chinois, ce qui correspond peut-être à la vocation ou à l'identité de Singapour. En même temps, les autorités singapouriennes sont particulièrement vigilantes, c'est dans leur nature aussi et dans leur histoire, et donc elles mettent en avant toutes les alternatives possibles à la Belt and Road, notamment avec le Japon, notamment avec l'Inde. Elle soutient évidemment le corridor de croissance Asie-Afrique, soutient l'initiative Indo-Pacifique,
renforce les partenariats sécuritaires avec les pays occidentaux et, fait nouveau, souhaite également un renforcement de l'ASEAN. Ce qui là est un point nouveau, c'est-à-dire que la pression chinoise encourage Singapour à investir, alors que Singapour était relativement à la marge de cette intégration régionale, même si elle en profitait directement évidemment, mais institutionnellement, elle a décidé d'investir l'ASEAN et de renforcer l'ASEAN, qu'elle considère aujourd'hui comme une plateforme pour discuter avec les Chinois. Alors, on a donc là, en conclusion, je dirais, une configuration pour Singapour et pour l'Asie du Sud-Est qui est très intéressante. D'abord, la Belt and Road démontre à nouveau la capacité chinoise à transformer cet espace. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans sa vocation d'interface, à la fois avec un modèle de développement de plus en plus aligné grâce à la Belt and Road sur les normes, sur les standards. Et à mon avis, ça va s'accélérer sur les infrastructures chinoises et en même temps sur le parapluie sécuritaire américain. Voilà, et c'est un pari qui sera certainement rentable pour l'Asie du Sud-Est jusqu'à ce qu'il soit trop risqué. Alors, à moi, je sens qu'il va falloir que je fasse très vite parce que tout le monde a été beaucoup trop long. Donc, attention, c'est parti. Je vais faire moins de 6 minutes. Non, alors je vais revenir sur essentiellement un aspect, c'est l'aspect financier. D'abord parce que je suis l'économiste de la bande et donc personne ne veut parler d'économie et de choses un peu sales, donc c'est mon rôle. Donc même si, comme on l'a dit, le projet des nouvelles routes de la soie, ce n'est pas uniquement des projets d'infrastructure, on a vu c'est beaucoup d'autres choses, mais en réalité, si on regarde sur le terrain, ce qui se voit vraiment, finalement, ce sont quand même les projets d'infrastructure avant tout. Donc c'est malgré tout de ça que je vais parler essentiellement. Et je vais parler notamment des conditions de la mise en œuvre de ces projets, parce que ces conditions méritent que l'on s'y arrête un instant. Globalement, les projets sont financés essentiellement par des prêts. Et ces prêts sont consentis prioritairement par ce que l'on appelle les policy banks chinoises, c'est-à-dire la China Development Bank et l'Exim Bank chinoise. Ce sont les deux principaux acteurs. On a quelques grandes banques commerciales d'État aussi qui sont à la manœuvre, mais c'est relativement marginal. Et les prêts qui sont consentis par ces banques le sont à des conditions plus ou moins concessionnelles, plutôt moins que plus d'ailleurs. Conclusion de l'opération, on a un risque d'endettement qui est important. Et ce risque d'endettement est d'autant plus important que, compte tenu de la nature même des projets d'infrastructure, par définition relativement peu rentables, en plus, ces projets sont généralement assez rarement inspirés par des considérations de rentabilité économique de toute façon. Et puis, troisième point, et ce qui est plus fâcheux, les projets sont pas toujours, pour ne pas dire pratiquement jamais, en ligne avec les intérêts des pays concernés. Donc ça fait quand même un certain nombre de problèmes et de risques. Et donc on se trouve avec des pays qui reçoivent ces projets et qui sont dans une situation délicate d'endettement, voire de surendettement. Alors c'est le cas, par exemple, en Asie du Sud-Est, on l'a vu avec le Laos. C'est le cas aussi dans un certain nombre d'autres pays. Le Sri Lanka a été mentionné. Et une étude du Global Development Center, si je ne m'abuse, américain, met en avant une liste de 8 pays qui seraient en situation critique de ce point de vue-là. C'est le cas du Pakistan, Djibouti, Mongolie, Monténégro, Kyrgyzstan, Laos, Maldives et Tadjikistan. Ces pays-là seraient en situation d'endettement très élevé et en plus, parallèlement, d'endettement important vis-à-vis de la Chine. Donc, lorsqu'on dit ça, généralement les Chinois nous disent « Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, les pays s'endettent, mais c'est une logique volontaire. C'est comme quand on veut se marier, il faut être deux. » Mais en réalité, il y a quand même une partie de réalité dans ce qu'ils disent, mais la symétrie de la relation est importante et la capacité de résistance des pays est extrêmement variable en fonction de la taille du pays. Et on trouve un certain nombre de pays qui ne peuvent simplement pas résister à la tentation qui est offerte par la Chine. Ils ont besoin, comme le soulignait Sophie tout à l'heure, de ces infrastructures, ils ont besoin de moyens financiers, et donc ils ne peuvent simplement pas résister. Alors certains
peuvent résister, et c'est par exemple le cas de la Malaisie dont on parlait tout à l'heure. La raison pour laquelle le Premier ministre Mahathir a réussi à rediscuter les conditions de certains projets imposés par la Chine, notamment la ligne de chemin de fer sur la côte Est, la raison pour laquelle il a pu le faire, c'est parce que la Malaisie, ça n'est pas le Laos. La Malaisie a les moyens de dire zut à la Chine, en quelque sorte, et en plus, la Malaisie bénéficiait de l'expérience que la Chine avait connue au Sri Lanka. Cette expérience au Sri Lanka, où la Chine a finalement repris la main sur certaines installations portuaires qu'elle avait contribué à financer et que le Sri Lanka ne pouvait pas rembourser, cette opération-là a fait des vagues et a en réalité entaché assez largement l'image de la Chine. Et donc la Chine ne pouvait pas se permettre de vivre le même épisode en Malaisie. Le Premier ministre malaisien savait parfaitement ça, et donc il a été en position de force pour renégocier avec la Chine. Donc on voit là que la situation d'endettement, elle diffère d'un pays à l'autre. Certains sont véritablement coincés, certains autres sont plus en mesure de résister, mais ceux qui sont en mesure de résister sont en réalité relativement peu nombreux. Donc tout ça m'amène à penser que face à ces grandes difficultés, la Chine elle-même va devoir ajuster le tir. Il est assez difficile d'imaginer qu'elle puisse continuer à opérer de la même manière. On a des résistances qui naissent, on a un problème d'image, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est un point extrêmement important. Donc la Chine va être en quelque sorte contrainte d'ajuster ses manières de faire. Toute la question est de savoir si c'est véritablement possible. Parce qu'en ajustant ses manières de faire, en ajustant ou en modulant un peu son projet, le projet risque malgré tout de changer véritablement de nature. Et là, on peut se demander si la Chine sera prête en réalité à le faire. Merci Françoise d'avoir rattrapé le chrono, 5 minutes 15. Donc ça nous laisse énormément de temps pour parler, Alexandre, de la France et de l'Europe. Avant de vous céder la parole, je voudrais peut-être résumer en quelques points très rapidement le passage sur la France et l'Europe. Comme ça, vous donnera aussi l'occasion de corriger sur les amendements d'analyse en fonction de votre propre point de vue. Mais en bref, aujourd'hui, très peu de projets Belt and Road se sont développés sur le territoire français, tout simplement. Lyon est un hub des routes de la soie. Certes, des trains de marchandises arrivent à Lyon. Il y a toujours le débat sur les trains retour qui repartent avec moins de marchandises. Le port de Marseille s'est porté spontanément, voilà, en tout cas c'est proposé spontanément comme un port membre des routes de la soie. Un partenariat avec le port de Shanghai a été noué, mais concrètement, il est difficile, au-delà de ces exemples, d'identifier des projets d'envergure qui ont été promus dans le cadre des nouvelles routes de la soie dans le territoire hexagonal. De fait, la France n'a pas été considérée comme un pays prioritaire lors du lancement des nouvelles routes de la soie par les autorités chinoises. C'est un pays qui a été englobé parmi les grands nombres de pays dans le framework, dans le cadre général du projet chinois, mais c'est a posteriori que la France a été finalement réellement associée au projet chinois. Et encore aujourd'hui, il est difficile d'identifier côté chinois des propositions concrètes de développement en France, ou aussi d'identifier des réponses concrètes à certaines suggestions, propositions françaises dans le cadre des nouvelles routes de la soie, qu'elles viennent des collectivités locales, qu'elles viennent des entreprises françaises, de manière générale. On note finalement un peu comme aux États-Unis, même si le langage n'est pas le même et les positions sont différentes, un durcissement du discours officiel vis-à-vis des nouvelles routes de la soie, avec sous la présidence Hollande finalement un accueil généralement favorable du projet en termes très généraux. Une évolution, par exemple, le président donc Emmanuel Macron a explicitement mentionné le projet chinois lors de la dernière conférence des ambassadeurs en août dernier, qualifiant donc le projet de vision de la mondialisation à caractère hégémonique. Donc là, on voit quand même bien une évolution du discours assez forte. Indépendamment du discours officiel, indépendamment du faible nombre de projets sur le territoire français ou des projets français sur le territoire chinois dans le cadre des routes de la soie, on peut quand même considérer que le projet chinois a stimulé une réflexion stratégique en France et en Europe.
notamment par exemple sur le cadre de coopération en pays tiers, c'est-à-dire des entreprises françaises, des entreprises chinoises qui coopéraient dans des pays tiers, en Afrique ou en Asie, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Mais de manière générale, une réflexion stratégique a émergé en France parce que la Chine elle-même réfléchit de manière stratégique dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et ça, c'était très intéressant à identifier parce que a émergé, nous l'avons noté au cours du projet de recherche, un certain nombre de réflexions sur la structuration, par exemple, du transport de marchandises en France, la structuration aussi des ports français, sur une réflexion sur les data centers, les câbles sous-marins, etc. Et toutes ces réflexions stratégiques, finalement, on peut remercier la Chine qu'elle ait été développée en France parce que finalement, face à un pays qui a l'initiative, de plus en plus, ces initiatives amènent d'autres pays à aussi être moins en réaction, c'est-à-dire à réfléchir de manière stratégique pour anticiper nos initiatives. Un point quand même sur l'Union européenne, on critique souvent l'Union européenne en disant qu'elle est divisée, apathique, prise dans un enchevêtrement administratif. Une réflexion stratégique en tout cas émerge au niveau européen. Je citerai par exemple le document stratégique sur la connectivité Europe-Asie qui a été publié il y a quelques mois et qui donne des éléments de réponse en termes de développement des infrastructures, même s'il se concentre encore une fois beaucoup sur les infrastructures dures et pas uniquement sur les éléments plus immatériels, les projets plus immatériels du projet chinois. Donc, dans notre étude, nous avons formulé quelques éléments de recommandation, modestement, à la France et à d'autres partenaires, y compris l'Europe. Ce serait plutôt des éléments de recommandation sur la méthode, puisque la prise de conscience, l'analyse stratégique est riche en France. La prise de conscience des intérêts, des enjeux sécuritaires, économiques, commerciaux, digitaux, elle est là, elle est présente, et nous ne permettrons pas de nous donner des recommandations finalement sur l'analyse, mais davantage sur la méthode. Face à un projet chinois qui ne cesse d'évoluer, qui est finalement très large, où on note à la fois une expansion géographique et sectorielle, l'utilisation même de Belt and Road, du concept chinois, du mot chinois, prête de plus en plus à confusion, à malentendu. Et notre recommandation, un élément de recommandation, c'est de dire pour le bien des relations bilatérales, il vaut mieux qu'on se comprenne, c'est-à-dire il vaut mieux peut-être parler de projets concrets et d'éviter d'utiliser un terme qui aujourd'hui peut tout et rien dire, en tout cas englobe une diversité de secteurs. C'est-à-dire quand on parle de coopération bilatérale dans un secteur particulier, il vaut peut-être mentionner le secteur en particulier plutôt qu'une coopération générale dans le cadre des routes de la soie entre la France et la Chine, de même qu'entre l'Europe et la Chine. Donc ça, c'était une recommandation générale de méthode. Deuxième élément de recommandation assez général de méthode, c'est une prise en compte plus large de la dimension immatérielle. Il est plus facile de répondre à des questionnements en termes d'infrastructure qu'à des questionnements en termes de coopération dans le e-commerce ou policière ou douanière. Toutefois, ces secteurs, ces domaines de coopération sont aujourd'hui au cœur du projet chinois et ne doivent pas être négligés de notre point de vue. Et troisième élément de recommandation en toute modestie, c'est de davantage prendre en compte la dimension gouvernance mondiale. C'est-à-dire que les routes de la soie, indépendamment finalement des sujets traités, c'est une plateforme d'interaction entre États, entre acteurs internationaux, qui est intéressante à prendre en compte, mais qui pose un certain nombre de questions quant à la participation de la France. Par exemple, faut-il participer ou non au prochain forum sur les routes de la soie qui aura lieu à Pékin en avril? À quel niveau? À quel titre? Ce sont des questions qui se posent à la France, à d'autres pays de l'Union européenne. Mais même si notre analyse était beaucoup plus riche dans l'étude, je vais tout de suite céder la parole à Alexandre Escorcia, du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à la fois, je le remercie pour sa présence et aussi pour sa patience après, finalement, ce groupement de présentation assez dense et trop long. C'est surtout la patience du public que je vais continuer à éprouver. Merci beaucoup, Alice, et vraiment un grand merci à l'IFRI, un bon anniversaire à l'IFRI. Bon anniversaire. Je suis très honoré d'être là pour cette première conférence de cette série, car je sais que 2019 sera une année particulièrement chargée et particulièrement importante pour l'IFRI, non seulement pour regarder vers le passé, mais également pour tracer des perspectives d'avenir qui doivent continuer à en faire un think tank de référence dans le paysage français, ce qui est aussi quelque chose que nous regardons de très près et auquel nous cherchons à veiller
au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je m'exprime, ceci dit, je le précise, en mon nom personnel, mais ce que je veux dire ne reflète pas nécessairement la position officielle du gouvernement français. Ceci étant posé, ce qui, à mon sens, est derrière cette initiative chinoise, c'est finalement la question des modalités de l'émergence de la Chine. On disait jusqu'à il y a quelques années, la Chine disait jusqu'à il y a quelques années très fréquemment émergence pacifique. Ça existe encore, mais il y a un discours maintenant qui dépasse un peu tout cela. Et c'est finalement cela qui est au cœur, qui est, me semble-t-il, la question au cœur de ceci. Et c'est également ce que la Chine souhaite dire au monde. Quel est le discours que la Chine souhaite tenir au monde? Et ce qu'on peut constater, ce que cette étude fait extrêmement bien, c'est que les routes de la soie en sont la manifestation la plus visible de ce discours de la Chine au monde. Ce n'est pas la seule, c'est une facette, mais que cette manifestation et ce discours ce narratif, finalement, la route de la soie, c'est un narratif, c'est une histoire. Elle a plusieurs caractéristiques qui ont été relevées, donc je n'y reviendrai pas. C'est un projet de longue haleine, ça a été dit. Les autorités chinoises se placent à 40 ou 50 ans, bon, 30, 40 ans, là où nous sommes et restons, nous autres démocraties libérales, prisonnières de nos cycles électoraux. Donc ça, c'est quelque chose évidemment à penser quand on pense à notre propre... la manière dont on peut se positionner. Un projet également flexible, ça a été dit, et puis un projet multiforme également, ça a été dit, avec le matériel, l'immatériel, les normes et les standards, ça a été largement dit. Mais le document et ce rapport est précieux aussi en ce qu'il met en valeur, mais bien en valeur à mon avis, les limites de l'approche chinoise, les limites financières, Françoise Nicolas les a bien mises en évidence, les limites liées à la capacité d'absorption des pays cibles, à la congruence ou pas avec leurs propres intérêts et à la question d'image aussi, qui a été bien soulevée par Françoise, et les limites liées aux fragilités internes chinoises, qui finalement posent la question de savoir si la Chine a les moyens de ses ambitions à long terme. Cette question peut s'appréhender sous plusieurs angles. L'angle économique, d'abord. La Chine voit actuellement sa croissance ralentir. Il y a également une inversion de la tendance de la balance des transactions courantes. Petit signe, peut-être, d'un retournement ou de certaines fragilités structurelles. Un retournement, une transition démographique majeure que la Chine va subir également dans les prochaines décennies. Et qui s'accompagnera de risques sociaux, mais aussi environnementaux, qui risquent bien de mettre à mal le modèle chinois. Et si ceci était le cas, quel en serait l'impact sur le projet structurant majeur des routes de la soie? C'est, à mon avis, une question qui nous est posée, qui se posera à la Chine. Et à mon avis personnel, on ne peut exclure au cours du XXIe siècle et à l'avenir une Chine peut-être plus introvertie et qui aura davantage à déployer davantage d'énergie pour régler ses problèmes internes que pour se projeter dans le monde. Alors, face à ce constat, quelle posture, effectivement, française et européenne? Je crois, malgré ce que je viens de dire à l'instant, que nous devons appréhender ce narratif, du moins chinois, des routes de la soie, comme quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, pour les raisons que j'ai déjà soulignées, et parce que ça s'inscrit bien dans une logique de développement de la Chine également dans les années et décennies à venir. Comme l'a dit John, en réalité, la France et l'Europe risquent de se trouver de plus en plus devant une alternative qu'elles ne souhaitent pas avoir à résoudre, sommées de choisir entre un modèle américain et un modèle chinois, un Internet américain et un Internet chinois, des règles commerciales américaines trumpiennes, post-trumpiennes, et des règles commerciales chinoises, avec une OMC condamnée à une certaine non-pertinence stratégique. Quand on voit la situation par rapport à il y a 15-20 ans où la Chine cherchait à rejoindre l'OMC justement pour apporter sa contribution à cette organisation, quand même, c'est assez frappant de voir l'évolution. Et c'est évidemment, donc là, il y a peut-être déjà un intérêt à identifier pour nous, ce genre d'alternative, ce genre de choix, nous souhaitons plutôt l'éviter. Éviter d'être sommé de choisir dans un jeu à somme nulle. Pour cela, les recommandations de méthode de ce rapport me paraissent extrêmement précieuses.
Je pense aussi qu'il faut distinguer dans notre réaction et dans notre réflexion stratégique les deux volets de l'initiative, c'est-à-dire ce qui se passe dans les pays tiers, dans lesquels nous pouvons avoir des intérêts, mais à géométrie variable. Dans certains, nous avons intérêt à coopérer avec la Chine. Dans d'autres, nous avons intérêt à regarder très précisément ce qui se passe et en quoi ça peut affecter nos intérêts stratégiques. Et bien sûr, deuxième niveau de l'analyse qui nous touche de manière encore plus proche, en quoi les routes de la soie peuvent se déployer dans les pays de l'Union européenne. Et là, ça n'a pas été mentionné, mais l'évolution de formats comme le 16+1 sera à suivre de très près pour la France et pour l'Union européenne. Alors, comme Alice l'a signalé, il y a encore une réflexion en cours au sein de l'administration française, et je pense aussi dans les think tanks, sur le positionnement exact de la France vis-à-vis de cette initiative. Je crois que l'équilibre que nous cherchons à cet égard est de ne pas rejeter en bloc cette initiative parce que c'est quelque chose qui va faire partie du paysage stratégique, économique mondial. On ne peut pas vraiment faire comme si ça n'existait pas, mais de rester lucide face à cette initiative. C'est bien ce qu'a promu, ce qu'a voulu dire, je pense, le président de la République lorsqu'il a parlé de route à double sens. Et c'est en ce sens un défi ou une question, des questionnements que nous lançons à nos amis chinois, et pour également les prendre au mot de leur rhétorique de l'inclusivité, de l'ouverture, du fait que ça doit être une initiative co-construite et pas imposée par la Chine au monde. Et évidemment, de manière évidente, comme ça a été dit, cela met en valeur la nécessité d'une unité européenne sur le sujet. Il y a au sein de l'Union européenne un net changement de posture vis-à-vis de la Chine dans l'analyse de l'impact de l'émergence de la Chine et de ce que ça peut avoir comme conséquence pour nos secteurs stratégiques, pour le développement de nos économies. Ce changement est observable aussi bien chez nos grands partenaires allemands qu'en Grande-Bretagne et même dernièrement, à ce que j'ai cru comprendre, dans des pays comme la Pologne, qui, peut-être sous l'amicale pression de Washington, sont moins enclins à jouer le jeu du format 16+1 et peut-être un peu plus méfiantes vis-à-vis de ce que peuvent être certains projets chinois. Ceci étant, il est clair que la Chine s'intéresse à l'Union européenne, à certains pays plus particulièrement, à certaines infrastructures dans certains pays, et que ce n'est pas sans impact sur les positionnements que peuvent avoir certains de ces pays à l'Union européenne et sur la scène internationale. L'Indo-Pacifique a été évoqué, donc je n'y reviendrai pas. Peut-être y aura-t-il un peu de temps dans les questions pour cela, mais ça me semble un élément important du dispositif, non pas comme miroir ou comme projet en opposition, mais comme pièce complémentaire. Et enfin, juste pour conclure, à mon avis, finalement, cette initiative doit être appréhendée de notre point de vue à la fois comme une opportunité et comme un défi. Les opportunités existent, je pense qu'il ne faut pas se les cacher, il ne faudrait pas non plus qu'on arrive à une situation paradoxale où, parce qu'il y a un label route de la soie, on n'adhérerait pas à un projet qui pourrait aller dans le sens de nos intérêts, dans le sens de co-développement aussi dans un certain nombre de pays tiers. Mais c'est avant tout un formidable défi, c'est à nous, qui est lancé par nos amis chinois, c'est à nous d'offrir une réponse structurée, une réponse qui soit valable et qui permette finalement de développer et d'avoir un dialogue ou un partenariat, parce que la Chine de toute façon se développe, la Chine émerge sur la scène internationale et c'est à nous, me semble-t-il, de nous structurer, de nous organiser en réponse et en conséquence. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour cet exposé très clair et qui nous appelle à parler plus lentement et plus distinctement ici à l'IFRI. Le point sur les deux types de règles commerciales ou deux types de normes est intéressant. Et c'est aussi un point que nous avons souligné dans un scénario prospectif, donc scénario d'évolution des nouvelles routes de la soie. Est-ce qu'avec le développement des nouvelles routes de la soie, d'un côté donc menées par la Chine et des pays qui soutiennent le projet, et de l'autre côté des États-Unis et d'autres pays qui s'opposent plus frontalement au projet chinois, incluant l'Inde et donc le groupement plus large Indo-Pacifique, est-ce qu'on s'oriente vers la consolidation de deux pôles distincts
qui chacun promeut deux types de normes, de standards, d'infrastructures, de façon de gérer les flux commerciaux, les flux de données, les flux de personnes. C'est une question qui est posée, nous n'avons pas la réponse, mais en tout cas, nous avons essayé de tirer le scénario au maximum, de préciser ce scénario pour les 20-30 prochaines années dans l'étude. Mais c'était un dernier appel à lire l'étude et sans transition, un moment pour passer aux questions-réponses. Malheureusement, nous avons peu de temps, mais prenons plusieurs questions en même temps et essayons d'y répondre. Elles peuvent être destinées à tout le monde, y compris à Alexandre, ici présent. Ouais. Attends, monsieur. Oui, bonjour, Olivier Delécluse. Juste une question. Madame Nicolas a expliqué que le projet Belt and Road Initiative a une faiblesse en lui parce qu'il va vite atteindre des limites économiques. Enfin, c'est ce que j'ai cru un petit peu comprendre. Mais est-ce que, par rapport à ce que Madame Boisseau vous disiez tout à l'heure, vous parliez de gagner les cœurs. Est-ce que la Chine n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied avec la militarisation des paracels qui effraie évidemment directement ses voisins immédiats, et puis peut-être des pays plus lointains comme l'Amérique latine, qui veut se dire mais qu'est-ce que fait la Chine, où veut-elle aller? Merci. Là-bas, ouais, là-bas, Merci. Olivier de Saint-Lager, avocat. Une question relative aux difficultés rencontrées sur de plus en plus d'infrastructures qui commencent à être maintenant réalisées, à fonctionner. Vous en avez cité au Sri Lanka. Il y en a d'autres. Il y a par exemple un énorme barrage en Équateur qui pose d'énormes problèmes techniques, financiers, des problèmes de corruption, etc. Donc ces difficultés amènent naturellement à penser aux moyens de les résoudre. Il y a normalement des mécanismes bien connus de règlement des différends, des mécanismes amiables et des mécanismes d'arbitrage internationaux qui sont la pratique habituelle. Il semble que la Chine maintenant, depuis plusieurs années, est en train de bâtir un système autonome, voire étanche, qui consiste à non seulement utiliser des normes qui sont propres au pays et qui sont imposées en quelque sorte aux États qui financent ces infrastructures, mais le système, les organes, les acteurs sont des acteurs chinois. Il semble aussi qu'un certain nombre de juristes occidentaux soient invités à participer, mais uniquement à la phase amiable de règlement des différends. Il y a 3 centres qui se créeraient ou qui sont créés en Chine avec des arbitres purement chinois. Donc je pose la question, est-ce que ceci ne reflète pas le dualisme des normes que vous évoquiez? Merci. Oui, bonsoir, Benjamin Frugier, Fédération des industries mécaniques. Je souhaiterais revenir sur la question du financement. Donc, le cas du Sri Lanka a été évoqué. La question étant quel crédit donner à ce qu'a dit John Bolton, à savoir, est-ce que c'est une question technique, c'est-à-dire que le cas du Sri Lanka, est-ce que c'est une question technique, une mauvaise allocation des ressources, un mauvais dimensionnement du projet avec, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de chiffre d'affaires qui a permis au Sri Lanka de rembourser sa dette? Ou est-ce que c'est une stratégie chinoise, quelque part, d'étouffer ces pays-là? Oui, bonjour, Isabelle Laudon du WWF France. Le WWF a parfaitement repéré ce projet. Depuis 3 ans, on a fait une priorité au niveau mondial, parce qu'évidemment, ce projet de nouvelle route de la soie a un impact environnemental très fort, aussi bien sur les questions via le transport des émissions de gaz à effet de serre, mais surtout sur la biodiversité via les infrastructures. On a parlé des barrages, mais il y a aussi dans les pays qui sont concernés un manque parfois de règles. Il n'y a parfois pas d'études d'impact, il n'y a parfois pas de règles de droit, il y a des problèmes de corruption, vous l'avez mentionné. Donc j'aurais aimé vous demander quels échos vous avez sur cette dimension environnementale, qui pose aussi la question de l'acceptabilité dans les pays concernés, puisque s'il y a des dégâts environnementaux, on peut imaginer que la société civile peut se retourner contre la Chine. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ça dans vos différents champs géopolitiques? Et la deuxième question, c'est plus sur la question de la France. Est-ce que la France, via des financements, que ce soit les banques ou l'Agence française de développement, finance des projets liés à la BRI?
bon anniversaire à l'IFRI. Alors, deux défis importants pour la Chine à relever aujourd'hui, c'est d'une part la guerre commerciale sino-américaine et d'autre part l'interdiction de l'utilisation de produits Huawei. Estimez-vous que ces deux événements pourraient donner des impacts importants pour la réalisation du projet? Alors, à quel niveau pourrait ces événements réorienter ce projet? Merci. Bonjour, donc Jean-Raphaël Chaponnière. J'ai un commentaire, enfin deux commentaires et une question. Le commentaire, c'est que bon, on voit les routes de la soie partout, sauf dans les statistiques. Et donc ça, c'est un des problèmes qu'on a pour suivre. Mais ceux qui suivent un peu les crédits qui se dirigent vers la BRI constatent effectivement que depuis 2 ans, ça chute. Et ça chute très fort. C'est sans doute en partie lié aux problèmes qu'on rencontre, que vous avez mentionnés. Il y en a un qui n'a pas été mentionné, qui est même considérable, c'est quand même le corridor pakistanais, qui est le programme le plus important, qui a conduit effectivement à la énième crise pakistanaise. Et la résolution de cette crise au FMI va sans doute conduire à une confrontation entre États-Unis et Chine, sur effectivement la chaise américaine et la chaise chinoise. Maintenant, ma question, elle porte sur ce qui n'a pas du tout été évoqué, sur la position chinoise vis-à-vis des routes de la soie, parce qu'en fait, on voit quand même apparaître des critiques. À l'IFRI, c'était au mois de décembre, il y avait quand même un professeur de Nankin qui a émis quand même de fortes réserves vis-à-vis de la BRI. Bon, on en évoque aussi. Est-ce que ça peut conduire à quelque chose? Est-ce que ça peut conduire à un réaménagement ou un changement? Je vous remercie, monsieur. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions financement. Peut-être, Françoise, si ça vous va de lancer dans les 3-4 questions. Je vais faire aussi bref dans les réponses que dans ma présentation. Non, en fait, il y a pas mal de questions qui avaient leur réponse au sein même de la question. Sur la question sur le Sri Lanka, est-ce que c'est une stratégie délibérée de la part de la Chine pour mettre la main sur le Sri Lanka, ou est-ce qu'ils se sont retrouvés un peu coincés et obligés, contraints de prendre la main? Là, vraiment, je ne sais pas, mais j'ai peine à croire malgré tout que volontairement ils se soient mis dans cette mauvaise passe. Ça me paraîtrait, alors si c'est le cas, vraiment ils ont manqué de jugeote, si on peut dire. Parce que là, les dégâts malgré tout en termes d'image sont immenses. Alors je sais qu'on peut discuter à l'envi sur est-ce que c'est un abandon de souveraineté de la part de Sri Lanka ou pas. En réalité, non, pas vraiment, mais une concession de 99 ans, ça ressemble quand même assez fortement à ça, donc on peut discuter sur les termes, mais moi j'ai peine à croire que ça a été volontaire, délibéré d'entrée de jeu. Je pense qu'ils se sont retrouvés un petit peu coincés dans cette situation, mais ce qui est important dans ce cas-là, à mon avis, c'est que ça présage d'autres difficultés qu'ils vont rencontrer. Et ce que cela signale, c'est que précisément la manière de faire est dangereuse et comporte en elle-même d'énormes risques pour la Chine, ce qui va l'amener vraisemblablement à infléchir ou à moduler un petit peu sa manière de faire. Mais bon, c'est une interprétation très, très personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Raphaël Chaponnière à l'instant, à savoir que ce que l'on observe, c'est quand même un ralentissement des investissements. Et ce ralentissement des investissements, moi j'ai peine à croire qu'il ne soit pas lié justement aux difficultés croissantes qui sont rencontrées par différents projets. Et même dans les pays les plus favorables. Et effectivement, le cas du Pakistan est emblématique à cet égard-là. Le Pakistan, c'est d'abord le projet phare des routes de la soie, le fameux corridor sino-pakistanais. C'est quand même un partenaire très proche. Et bien même au Pakistan, il y a des résistances, il y a des réticences, et il y a des corrections et des retours sur les projets qui étaient engagés. Donc même dans ces cas-là, il y a quand même un retour en arrière. Donc on se rend compte quand même qu'il y a des difficultés, et je pense qu'il y aura nécessairement un ajustement. Mais comme je le soulignais tout à l'heure, la difficulté de l'ajustement du point de vue chinois, si on se met dans les bottes des Chinois, c'est que cet ajustement risque de conduire à un changement dans la nature même du projet, et donc du coup les ambitions vont être aussi réduites. Il va falloir réduire la voilure au niveau des ambitions, ce qui n'est pas exactement ce qu'ils avaient, j'imagine, en tête au départ. Juste un mot sur le point de vue chinois. C'est certain, c'est qu'on observe en Chine aujourd'hui des critiques émergentes au sein de la population sur le gaspillage d'argent public à l'étranger, alors que la Chine
également un besoin de cet argent pour consolider par exemple le système de sécurité sociale ou d'autres enjeux majeurs en Chine. Donc il y a des critiques émergentes, mais à quel point ces critiques vont remettre en cause le projet chinois qui reste le projet central de Xi Jinping, la Chine qui a beaucoup communiqué à la fois en interne et en externe sur l'importance de ce projet. Donc de notre point de vue, compte tenu de différents éléments, de l'inscription aussi dans la constitution de ce projet, c'est un projet qui ne va pas être abandonné par les autorités chinoises, mais peut-être une réduction de la voilure en effet est envisageable, notamment d'un point de vue financier. Comme le temps nous est compté, je donne l'occasion à Alexandre peut-être de conclure en quelques mots. Non, c'est vraiment très rapidement. La Chine peut-elle vraiment gagner les cœurs et les esprits? À mon avis, c'est vraiment la question centrale, parce qu'in fine, ici, il ne sera pas question de tableur Excel, mais d'influence au sens le plus large du terme. Là encore, quand on regarde sur longue période au XXe siècle l'histoire de la Chine, évidemment, il y a des hauts et des bas dans son engagement régional, il y a des hauts et des bas aussi et des retours de balancier dans la possibilité qu'elle avait d'avoir une politique étrangère active. Et là, je pense que les prochaines décennies seront vraiment un test pour cela. Je reviens encore une fois, et juste pour finir sur le point des deux systèmes, parce que ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment structurant. Et la question qui va se poser, c'est à mon avis pas tellement de savoir si effectivement on aura deux systèmes qui vont émerger, parce que c'est déjà un petit peu le cas. Sur l'Internet, par exemple, c'est quand même assez flagrant, mais c'est de savoir s'il y aura suffisamment de passerelles entre les deux systèmes pour qu'on ne soit pas contraint à un choix dans un scénario de jeu à somme nulle. Eh bien, concluons sur le jeu à somme nulle, ou potentiellement. Voilà, en tout cas, c'est la question qui est posée dans les scénarios, et c'est la question qui est posée à la France et l'Europe. Merci d'avoir répondu présents aussi nombreux pour fêter l'anniversaire de l'IFRI. Bon anniversaire de l'IFRI, et bonne soirée à tous.